Ok, alors, on prend quelques questions, puis ensuite on passe au cas clinique suivant. Paul Larnaud, 1894. Est-ce que c'est rare comme pathologie? Non, c'est assez fréquent. Faut la connaître. C'est pas la blessure la plus classique, hein, mais ça arrive souvent. Et c'est typique lors des chutes vraiment sur une surface dure à une assez haute vitesse. Donc à ski, à vélo, à deux roues, et que vous tombez sur le côté. Et en fait, c'est la localisation qui est stéréotypée. Parce que ça arrive quand il va y avoir ce mouvement de freinage en tombant sur une surface convexe du corps. Et typiquement, c'est sur les côtés des cuisses, en fait, les côtés des racines des cuisses, les côtés des genoux. C'est rare que ce soit ailleurs, c'est exceptionnel au membre supérieur, parce qu'au membre supérieur, on va plutôt avoir tendance à protéger nos bras, ou alors on va s'écorcher les mains, mais sur les mains, ça n'arrive pas, ce genre de blessure. Ça va être un endroit où il y a euh, une bonne épaisseur de peau pour pouvoir avoir ce genre de force de cisaillement. Et ça arrive sur les côtés des fesses, en fait, des fesses, des cuisses, au plus bas sur les côtés des genoux. C'est très très stéréotypé. Ça peut arriver au niveau du dos aussi, sur une chute sur le dos, mais c'est beaucoup moins fréquent. Du coup, le muscle n'est pas atteint dans ce cas-ci, le décollement est vraiment au-dessus du muscle. Oui, oui, oui. En réalité, le muscle est absolument intègre. Alors, on peut imaginer un cas de figure où on va avoir la même image que ça, plus une lésion musculaire. Là, on a juste un petit peu d'œdème, mais ce serait deux blessures en même temps, mais ce ne seraient pas les mêmes blessures. Ce que vous pouvez avoir de similaire, mais qui ne serait pas comme ça, mais qui serait une lésion musculaire avec ensuite une collection qui s'étend dans la peau, c'est si vous avez une blessure musculaire suffisamment sévère pour avoir une rupture focale de l'aponévrose. J'ai exactement ça, bah, je vais essayer de vous retrouver un cas clinique et vous le montrer, où j'ai la même chose, mais il faut me laisser un petit peu de temps. Est-ce que je peux le retrouver? Peut-être. On verra si je peux vous le retrouver plus tard. Allez, on va passer à un autre cas clinique, d'accord? On va continuer sur les choses typiques et on va regarder une cheville cette fois-ci. Attendez, il faut que je rafraîchisse le truc mûche. Voilà. J'utilise, pour regarder les images, j'utilise l'Imaios Dicom Viewer. Attendez, je vais vous le montrer. Hop là, vous voyez Imaios Dicom Viewer, là-haut. C'est gratuit, ça marche très bien. Alors c'est basique, hein, on ne peut pas faire de MPR, de reconstruction multiplanaire, mais pour afficher des images d'IRM, c'est tout à fait correct. Allez hop, on y va pour la cheville. J'ai que 3 séquences, donc ça va être facile. Et je vais vous montrer pour commencer le sagittal d'épée Fatsat. C'est un patient. Attendez. Voilà. Donc ça, là, c'est le cas clinique d'un patient qui a des douleurs postérieures du tendon calcanéen. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur qu'est-ce qui lui arrive. Je vous défile d'abord les images. L'image la plus importante, c'est le sage T2 Fatsat. Je vous laisse regarder. Le sage T1 Fatsat. Hop là. Et je vais vous afficher les trois en même temps. Voilà. Attends, oh, ma grosse tête bouge tout. Et l'axial. Attendez, je me cache. Je suis trop gros sur l'écran. Beaucoup de gens qui disent au tac au tac Aglund Aglund, je sais pas l'écrire lol, mais ah oui, il n'y a pas de J à Aglund. Aglund, maladie d'Aglund, Aglund. Ouais, ok. Est-ce que vous êtes capable de me dire, salut Dayotema, Dayotema qui commente. Aglund, bursite rétrocalcanéenne de dame osseux, fissure du tendon d'Achille, du rondin, ok. Ouais, c'est la bonne réponse, c'est une maladie de Aglund typique. Alors, pourquoi est-ce que c'est une maladie de Haglund et pas une tendinopathie distale d'Achille toute simple? Qu'est-ce qui vous fait dire maladie de Haglund? Pourquoi, par exemple, c'est pas, je sais pas moi, une enthésite inflammatoire? Ça pourrait, non? Être une enthésite inflammatoire sur une spondylarthropathie. L'œdème est à distance de l'anthèse. Alors, effectivement, c'est un bon élément. L'œdème, il n'est pas vraiment centré. Alors, pour comprendre ce que dit Abder, qu'est-ce que c'est une anthèse? L'anthèse, c'est le fibrocartilage qui
et une zone très fine qu'on ne voit pas directement sur les images d'IRM, qui est située à l'interface entre le tendon, n'importe quel tendon ou n'importe quel ligament d'ailleurs, sur son insertion osseuse. D'accord? Et c'est la zone où se situe l'inflammation des spondylarthrites, enfin des spondylarthropathies. Et là, effectivement, si on regarde, l'œdème osseux, hein, le blanc, il est ici. Il est là. L'anthèse du tendon, c'est ça. Tout ça. Donc ça, c'est déjà un excellent élément. Alors, ceci dit, bon, est-ce qu'on peut vraiment se fier 100% à ça? C'est un faisceau d'arguments. Donc ouais, il y a ça. Pourquoi vous dites Haglund? Tout le monde a dit Haglund du tac au tac. Donc c'est quoi le truc principal de Haglund? Haglund, c'est une maladie qui favorise la survenue finalement de cette tendinopathie distale du tendon calcanéen, qui est une tendinopathie mécanique. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Haglund et pas simplement une anthésopathie, tendinopathie distale mécanique du tendon calcanéen? Qu'est-ce qui vous fait dire Haglund en particulier? Proéminence du calca. Ouais, ouais, c'est l'anomalie morphologique, en tout cas l'aspect morphologique du calcanéum qui nous oriente. Donc il faut, pour qu'on parle de tendinopathie d'Haglund, en fait, déjà il faut qu'il y ait les éléments d'une tendinopathie distale, qu'on a là, hein, on a un tendon qui est épaissi, anormal en bas. Généralement, les anomalies du tendon ne prédominent pas à son insertion vraiment toute distale, mais à son, hop là, ici, là, légèrement en avant, un petit peu comme pour la tendinopathie du jumper's knee, la tendinopathie proximale de la patella, c'est les fibres postérieures du tendon, bah là c'est les fibres antérieures du tendon qui sont les plus abîmées, juste ici. Et effectivement, normalement, bah, il faut une forme de calcanéum qui favorise la survenue c'est un conflit osseux, en tout cas c'est comme ça que c'est décrit. Il y a deux éléments, hein, il n'y a pas que l'éperon. L'éperon, c'est ce qu'on peut voir le mieux à l'IRM. On voit ici qu'il y a une proéminence, ici un éperon osseux, un aspect saillant de la tubérosité, enfin du rebord postéro-supérieur de la tubérosité calcanéenne. Alors, il faut être précis sur l'anatomie. La tubérosité calcanéenne, c'est tout ça. Toute cette zone-là, c'est la tubérosité calcanéenne, ok? Attendez, j'ai utilisé la souris parce qu'avec mes mains, c'est compliqué. Tout ça, là, c'est la tubérosité calcanéenne. Le tubercule, enfin le rebord postéro-supérieur, c'est ça. Et il y a deux éléments, donc il y a le fait qu'il y ait ce machin-là qui soit relativement proéminent, mais il y a aussi l'orientation du calcanéum. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à apprécier en IRM, parce qu'en IRM, le patient, il n'est pas en charge, hein. On peut difficilement évaluer des angles, on peut difficilement évaluer la statique du pied. Ceci dit, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir tendance à avoir un rebord postéro-supérieur, donc cette zone-là du calcanéum, qui va être relativement longue par rapport à l'axe global du calcanéum. Il y a un ratio, dans une mesure qu'on peut faire en radiographie. Et il y a plutôt un autre truc qui est peut-être même plus important à retenir. Si vraiment vous êtes dans un cas un peu borderline, on vous demande est-ce que tu penses vraiment que c'est une maladie de Haglund, est-ce qu'il y a réellement cette anomalie anatomique ou pas, eh bien il faut avoir des radios de profil de cheville en charge. Et c'est là que vous allez être capable de mesurer l'angle de Chauveau. Chauveau. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut Ok. que tu le rappelles que c'est pas. Oui, sur TikTok, on ne peut pas voir les images. Il faut aller voir sur YouTube. C'est sur YouTube. Vous devez rejoindre mon live sur YouTube. Là, vous ne pouvez pas voir les images, vous pouvez juste me voir parler. J'apprécie, mais connectez-vous sur YouTube pour participer, ok? Donc oui, l'angle de Chauveau, vous savez ce que c'est? Ça s'écrit comme ça. Angle de Chauveau. Je crois que c'est comme ça. J'espère que je ne me trompe pas. C'est ça ou c'est l'inverse? Attendez, je vais vérifier. Ah, mais mon téléphone est pris. En tout cas, l'angle de Chauveau, je peux pas vraiment vous le tracer là. Ah si, si, je vais pouvoir avec ça. Imaginez, c'est une radio, d'accord? Donc on a une horizontale, que vous n'avez pas ici, mais hop, on a une horizontale ici, d'accord? Et on a une verticale qui passe par le rebord postérieur du calcanéum, comme ça. Hop, imaginez, ça c'est une ligne verticale, d'accord? Eh bien, l'angle de Chauveau, ça va être l'angle entre le rebord inférieur du calcanéum ici et l'horizontale, donc cet angle qui est là, celui-ci, et hop là, pardon, et l'angle entre la verticale et le rebord postéro-supérieur du calcanéum, genre un angle qui serait à peu près tracé comme ceci. Voilà, imaginez c'est ça, hein, c'est ça. Et pour avoir l'angle de Chauveau, vous faites la différence entre l'horizontale, là vous faites l'horizontale moins la verticale. Et ça permet d'avoir les deux éléments
Ouais, C-H-A-U-V-E-A-U-X. Je l'ai écrit dans l'autre sens. Ah non, je suis con, c'est moi qui l'ai écrit, pardon. Et donc, ce qui se passe là, si vous faites l'angle du bas moins l'angle du haut, plus il y aura ici un éperon proéminent, plus cet angle-là sera faible, plus le calcanéum sera verticalisé, c'est-à-dire l'axe du calcanéum, comme ça, orienté vers le haut, plus cet angle du bas là, il sera élevé. Et donc si votre somme est supérieure à une certaine valeur, c'est considéré comme pathologique. J'ai en tête 12 degrés, mais j'ai besoin de tricher. Attendez, je vais demander à mon pense-bête. Attendez, angle de Chauveau. J'ai honte. Pardon. Angle à plus de 40 degrés. Ah non, 40 degrés, là, c'est un exemple pathologique. Voilà, normal, 10 degrés. C'est même 10 degrés. Hein, je vous montre à quoi c'est censé ressembler. C'est un peu ghetto. Ici. Hop là. On voit rien. On voit rien du tout. Voilà, ça ressemble à ça. Ah, c'est affreux. Euh, Oui, sur TikTok, on peut avoir les images. Et donc, si votre angle de Chauveau, là, il est supérieur à 10 degrés, bah, c'est considéré comme une forme anatomique de la cheville qui favorise le conflit de Haglund. Enfin voilà, donc tout le monde a eu la bonne réponse, c'est bien une maladie de Haglund. Est-ce que quelqu'un a des questions au sujet de la maladie de Haglund? Sur TikTok? Sur Instagram? Des questions? Quelle heure il est, là? Une heure et demie. Ah, pardon. Wikipédia, angle de 12. Oui, voilà, 12, c'est ça. Moi, j'avais en tête 12, j'ai une note à 10. Bon, toutes les publications ne sont pas forcément d'accord sur les valeurs des angles en différentes situations, hein. Par exemple, il y a des gens qui considèrent que la coxa valga, c'est un angle cervicodiaphysaire de plus de 140. Il y en a d'autres, c'est 135. Bon, on n'est pas au millimètre près, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tout le monde me pose la question de la référence de ma chemise. J'apprécie beaucoup. Je vous donnerai la référence plus tard. Là, je ne l'ai pas en tête. Allez, on passe à la suite, hein. Le Haglund, c'était trop facile. Tout le monde a vu.